La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Bernard Sèvres propose une séance intitulée « Le bruit ». Ceci est une petite toux pour essayer le micro. Voilà. Bonjour, merci François, merci aux techniciens qui s'occupent du son et de la lumière, et merci à vous d'être là. Nous parlons aujourd'hui du bruit. Qu'est-ce que le bruit ? Nous le savons tous, mais quand nous essayons d'expliquer, de décrire même, nous sommes embarrassés. Il n'est pas simple de répondre à cette question. Peut-être pourrait-on approcher la notion de bruit par son contraire, par ce qui n'est pas lui. Alors on pourrait dire en première approximation que le bruit a trois contraires. Le silence, la musique, le langage. Par langage, j'entends les langues naturelles, les langues que l'on parle. Le français, l'italien, le portugais, l'allemand, le coréen, le persan, bien. Mais le bruit, la musique et le langage sont tous trois des phénomènes sonores qui sont tous ensemble opposés au silence qui est absence de toute sonorité. Nous avons donc une grande opposition disjonctive, c'est-à-dire ou bien, nous avons une grande opposition disjonctive entre le sonore et l'insonore. L'insonore étant le silence. Alors savoir si un silence absolu, si un silence totalement dépourvu de son, si un silence purement silencieux peut exister, c'est une autre question que je n'aborde pas pour l'instant. Donc on a un royaume du sonore, bruit, langage, musique, et le bruit se distingue à la fois du langage et de la musique. Le bruit serait donc cette portion du monde sonore qui n'est ni langage ni musique. Langage et musique qui, par ailleurs, font très bon ménage entre eux. L'association langage-musique, c'est le lied, c'est la chanson, c'est l'opéra, c'est beaucoup de choses. Le bruit resterait aux portes du langage et de la musique. Il serait ce que langage et musique doivent exclure, combattre, pour être eux-mêmes. Pour le dire autrement, le bruit serait l'informe, alors que la musique et les langues humaines seraient du côté de la forme. Et si le bruit fait irruption dans la parole et dans la musique, il les dégrade. À suivre cette idée, une musique bruyante, trop bruyante, ne serait plus vraiment de la musique, et parler fort, trop fort, et de manière bruyante, ne serait pas vraiment parler. Mais on soupçonne très vite cette dernière idée, une musique trop forte ou trop bruyante ne serait plus de la musique, etc. On soupçonne très vite cette dernière idée d'être un peu simpliste. Car la vérité est que le langage, les langues humaines naissent du bruit, mais se détachent de lui, et pourtant continuent à l'abriter en leur sein comme un de leurs moyens d'expression. De même, la vérité est que la musique naît du bruit, se construit contre le bruit, mais finit par l'intégrer comme un de ses matériaux. Nous allons développer toutes ces idées. Pour résumer cette petite introduction, le bruit est premier. La culture se construit contre le bruit, sans doute, mais non pas en le répudiant. La culture se construit contre le bruit en l'élaborant. En d'autres termes, le bruit, c'est d'abord tout le sonore, y compris ce qui deviendra plus tard langage et musique. Il est le réservoir du sonore, il est le fond de tout ce qui est sonorité, signifiante ou insignifiante, dans la culture humaine. Nous allons aborder cette question du bruit en 4 moments. Dans un premier temps, j'examinerai les 4 sens du concept de bruit. Dans un deuxième temps, je parlerai des relations du bruit et du langage. Dans un troisième temps, des relations du bruit et de la musique. Et dans un 4e temps, nous envisagerons les pratiques sociales du bruit en tant qu'il n'est ni musique ni langage. Et en conclusion, nous retrouverons le silence. 4 sens du bruit. Alors, je vous ai proposé un exemplier. J'ai classé les textes par ordre de publication, par ordre chronologique. Et donc, j'ai mis des numéros parce qu'évidemment, je ne vais pas m'y référer selon leur ordre de parution et d'écriture. Donc, le texte que nous allons regarder en premier, c'est le numéro 6, le dernier. Pour clarifier ces premières suggestions, nous allons donc partir d'un texte de Michel Chillon. La quadripartition du sens du mot bruit qu'il propose est extrêmement précieuse. Alors je précise toutefois que Michel Chillon est un musicien, c'est un disciple du grand théoricien
Pierre Schaeffer, l'auteur du Traité des objets musicaux, et par ailleurs, Michel Sion est spécialiste de la musique au cinéma. Or, tout ça, ce ne sont pas du tout des critiques, ce sont au contraire des points positifs, mais ça veut dire que c'est du point de vue de la musique que Michel Sion décrit les 4 sens de la notion de bruit. S'il avait été un spécialiste du langage, un linguiste, ou s'il avait été un spécialiste de la théorie de la communication, il aurait sans doute proposé une analyse différente. Mais telle qu'elle est, cette analyse, cette répartition en 4 sens principaux de la notion de bruit est extrêmement utile. Je lis donc le texte numéro 6. Le bruit, c'est à la fois dans la langue française un phénomène sonore se caractérisant par une structure de fréquence non périodique, aboutissant à ce que l'on n'y entende pas une hauteur précise qu'on pourrait nommer. C'est l'acception acoustique qui est d'ailleurs scientifiquement à préciser. Je vais commenter après, bien sûr. B. Le bruit, c'est la partie d'un signal sonore non utile dans le contexte de l'expression signal-bruit, mais aussi de la théorie de l'information. Point C. Le bruit, c'est ce qui n'est ni de la parole ni de la musique identifiée comme telle, c'est l'acception taxinomique se référant à un classement des sons en 3 catégories. Je vais couper un petit morceau après. D. Le bruit, c'est un son considéré sous l'angle négatif en tant que dérangement ou nuisance. On parle aussi du bruit des conversations dans un café ou du bruit fait par une musique qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est l'acception psychologique et affective. Alors, reprenons les unes après les autres ces 4 significations. Le sens A est le plus technique, puisqu'il faut avoir quelques notions d'acoustique pour bien l'entendre. Je vais tâcher d'éclairer tout ça, sans être moi-même acousticien. Ce sont des notions un peu de base. Le son, vous le savez, est une vibration de l'air, extrêmement rapide. Plus les vibrations sont rapides, plus le son est aigu. On mesure la fréquence par la notion de Hertz, qui est le nom d'un physicien. La fréquence d'une note, c'est le nombre de vibrations par seconde. 1 Hertz, c'est une vibration par seconde. Alors c'est beaucoup trop grave pour que l'oreille humaine n'entend pas ça. Hein. Mais enfin, ça existe acoustiquement, si on peut dire. Si vous avez un clavier de piano, vous avez un La au milieu, la note La, et c'est la note repère qui fait l'objet d'ailleurs d'une convention internationale. Il est entendu que cette note, c'est 440 Hertz. C'est-à-dire que la corde que vous frappez en appuyant sur la touche vibre 440 fois par seconde. Bon, c'est une vibration extrêmement rapide. Celles et ceux d'entre vous qui ont encore des téléphones fixes, j'en ai un à côté de mon portable, peuvent le décrocher. La tonalité donne exactement 440 Hertz. C'est fait exprès. La tonalité peut vous permettre d'accorder votre violon ou votre violoncelle. Vous avez le La repère 440 Hertz. Bien, ce qu'on appelle une période, toujours en acoustique, c'est l'intervalle de temps au terme duquel la vibration se reproduit. Et elle se reproduit à l'identique. Donc, pour le La du milieu du piano, pour la tonalité de votre téléphone fixe, c'est un 440e de seconde, puisque ça vibre 440 fois par seconde. Ça, ce sont les sons périodiques, c'est-à-dire tels que les vibrations se reproduisent de manière régulière, absolument identique et régulière. Mais il existe des sons qui ne sont pas périodiques. Les vibrations se reproduisent de manière irrégulière. Alors ces sons sont très intéressants. Comme ces vibrations sont irrégulières et donc non périodiques, on ne peut pas leur donner une hauteur. 440 Hertz, je sais que c'est un La. Bien. Mais si je pense au bruit d'une cascade, au bruit de la mer, au bruit du tonnerre, on ne peut pas, même en les analysant par les appareillages les plus complexes et les plus techniques, on ne peut pas leur donner une hauteur fixe. Ce sont des sons non périodiques. C'est ça qu'on va appeler bruit. Ce sont des sons qui ne sont pas périodiques. Voilà. Alors, le caractère non périodique de certains sons, qui fait qu'on va les appeler bruit, c'est le cas, je l'ai dit dans mes exemples à l'instant, de bruit naturel, tonnerre, vague, cascade et beaucoup de choses comme ça. Mais c'est aussi le cas de certains instruments de musique, de certains instruments de percussifs. Pas de tous. C'est le cas des cymbales, par exemple, vous savez, des cymbales, du triangle, du tambour ou de la grosse caisse. Ces instruments de percussion
produisent des sons non périodiques. Et d'ailleurs, sur une partition, on mettra juste taper sur la grossesse, mais on ne peut pas savoir si c'est un La, un Si bémol ou un Sol. La question n'a pas de sens. Les sons ne sont pas périodiques. En revanche, vous avez d'autres instruments de percussion dans l'orchestre, par exemple les timbales, qui, elles, sont accordées. Vous avez des timbales qui donnent le Fa, qui donnent le Si bémol, qui donnent le Mi bémol, etc. Donc, c'est pas parce qu'on tape sur un instrument qu'on a forcément un son qui a une hauteur déterminée, ce qui fait qu'on peut lui donner un nom. Si bémol, La ou Sol. Bon, voilà. Et on voit tout de suite... je suis un petit peu sorti du sens ça par mon commentaire, mais on voit tout de suite que le bruit, un certain type de bruit a droit de cité dans la musique la plus classique. Les cymbales, ça existe depuis très longtemps, et les cymbales ont toujours donné un son non périodique, donc c'est du bruit, du point de vue acoustique. Voilà. Bon, ça c'est le sens A, j'espère qu'il est clair. Des sons périodiques auxquels on peut donner une hauteur et donc un nom, dans une gamme donnée, j'ai pris l'exemple de la gamme classique occidentale, mais ça vaut aussi pour les autres gammes, et puis des sons non périodiques qu'on appelle un bruit et auxquels on ne peut pas donner ni de hauteur fixe, ni donc de nom. Le sens B est tout à fait différent. Le bruit, dans cette seconde signification, dans l'usage des langues humaines, c'est l'élément sonore qui ne transmet pas d'information, ou plutôt qui perturbe la communication. Ces théories de l'information sont dues notamment au physicien Léon Brillouin, qui était né en 1889 et mort en 1969, et qui a posé, il n'est pas le tout premier d'ailleurs, mais qui a contribué à poser de manière rigoureuse la théorie de l'information. Je vais vous suggérer une petite expérience un peu enfantine, mais toujours plaisante, et que peut-être certaines et certains d'entre vous ont eu l'occasion de faire. Il faut être au moins 8 personnes, mais 10 c'est bien. 10 personnes de bonne foi, sérieuses, qui vont respecter la règle du jeu. Le jeu est le suivant. La première personne chuchote à l'oreille de sa voisine ou son voisin, mais il ne faut pas que les autres entendent, une phrase. Alors il faut que la phrase ne soit ni trop compliquée ni trop simple, bon, mais quand même une phrase un peu structurée, un tout petit peu complexe. Vous pouvez essayer avec des phrases de complexité différentes. Hein. La personne 2 la répète et la chuchote au creux de l'oreille de la personne 3, qui la répète à la personne 4, etc., jusqu'à la personne 10. Et quand on arrive à la personne 10, on compare la phrase qu'a entendue la personne 10 à la phrase qu'a dite la personne 1 à la personne 2. Théoriquement, puisqu'on a supposé que tous les participants au jeu étaient sérieux et concentraient leur énergie pour bien répéter la phrase qu'ils avaient entendue, logiquement, la phrase, abstraitement parlant, la phrase répétée par la personne 10 devait être identique à la phrase de la personne 1. Or, cela n'arrive pas. Sauf si l'énoncé est totalement rudimentaire, du genre 2 et 2 font 4, ou bien du genre il pleut. Bon, là on peut espérer qu'à l'arrivée c'est la même chose qu'au point de départ. Mais dès que la phrase est un peu plus compliquée, il y a une déperdition. Une déperdition inévitable. Pourquoi ? Parce qu'un mot aura été mal entendu. Évidemment, la phrase est dite une seule fois, hein, de manière très nette, articulée, les mots bien détachés. Bon, mais la phrase est dite à chaque fois de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, une fois. Il y a forcément une déperdition, un mot mal entendu, ou une répétition qui n'est pas celle qui aurait dû être. Bon, un peu comme les copistes avant l'invention de l'imprimerie, ils avaient beau être extrêmement soigneux dans le fait de recopier un texte, ils se glissaient une erreur, et puis l'erreur ne faisait que proliférer, elle était répétée, puis 2 siècles plus tard, un autre copiste voulait corriger l'erreur en disant « Ouh là, c'est une erreur », et il avait une invention qui rajoutait une deuxième erreur, etc., etc. Voilà. Tous ces phénomènes, les théoriciens de l'information l'appellent le bruit. C'est un bruit qui n'est plus évidemment audible ou lisible, c'est une perturbation dans la transmission d'une information. Le bruit est tout ce qui vient parasiter un message, ou plus exactement, ce qui vient parasiter la transmission d'un message à autrui. Voilà. Alors faites ce petit jeu si vous ne l'avez jamais fait, et ça donne beaucoup à réfléchir. Il y a une manière de lutter contre le bruit. Quand on transmet une information à quelqu'un, même simplement de 1 à 2, il peut y avoir une erreur, parce qu'on écoute trop vite, parce qu'on ne fait pas assez attention. Bon, il y a un procédé dans la langue, dans l'usage ordinaire du langage, qui permet de contrer ce bruit inévitable dans la transmission humaine. C'est la redondance.
c'est-à-dire le fait de répéter la même chose sous une autre forme. Petit exemple très simple, si vous donnez un rendez-vous vendredi prochain, qui est, je crois, le 17 décembre, si vous donnez un rendez-vous à un ami, vous avez 3 possibilités. La première, c'est de lui dire « on se voit vendredi ». La deuxième, c'est de lui dire « on se voit le 17 décembre ». La troisième, c'est de lui dire « on se voit vendredi 17 ». Il est plus sage de dire « vendredi 17 », parce qu'il y a une redondance. C'est 2 fois la même information, mais justement, combien de fois dans la vie universitaire, je me rends compte que l'information qu'on m'a envoyée n'est pas précise. On me dit, je sais pas, telle réunion ou tel colloque aura lieu le 12. Bon, mais la personne s'est trompée, ou moi j'ai mal lu. Et en fait, c'était pas le 12, c'était le 13. Mais si on avait mis le nom du jour de la semaine à côté, ça aurait évité le bruit. Voilà, la redondance est le remède au bruit. Bien. Ça, c'était le sens B. Le sens C, je ne m'y arrête pas parce que nous le connaissons déjà. C'est celui que j'ai présenté tout de suite. Et bruit, ce qui n'est ni parole ni langage. Je ne m'y arrête pas. Quant au sens D, c'est un sens très courant dans l'usage du langage. Le sens D, c'est, tout ce qui nous dérange dans les productions sonores des autres. Et bruit, toute séquence sonore qui n'a pas de sens ou d'intérêt pour moi, à l'instant et dans la situation où je me trouve. Par exemple, je peux très bien être dans un bar où passe une musique que j'aime beaucoup, d'un groupe que j'aime beaucoup, par exemple, mais j'ai pas envie de l'entendre maintenant. Ça me dérange. Et donc, même une musique que j'aime beaucoup peut m'agresser parce que je ne suis pas dans disponibilité psychologique, que j'ai autre chose à faire, que j'ai pas envie de cette musique-là à ce moment-là, etc. Bon. Bruit, tout ce qui vient perturber ma disponibilité auditive. Alors, j'ajoute à ce sens proposé par Michel Sion un sens un peu différent, mais qui me paraît se ranger là, c'est le bruit de fond. Le bruit de fond qui n'est pas spécialement dérangeant, mais qui peut le devenir, hein, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est, mais le bruit de fond. Un bruit de fond, d'ailleurs, qui peut disparaître de notre conscience. C'est bruit, je crois, en ce sens numéro 4. Hein. Je vais vous citer un petit passage de Montaigne, dans le chapitre 3 du livre 1 des Essais, de la coutume et de changer aisément une loi reçue, et il parle d'une grosse cloche qu'il a chez lui, une énorme cloche, et qui frappe les heures le matin et le soir. Voici ce qu'écrit Montaigne. « Je loge chez moi en une tour », c'est la fameuse tour où il a sa bibliothèque, sa librairie, et qu'on visite encore aujourd'hui. « Je loge chez moi en une tour où, à la diane et à la retraite, c'est-à-dire à l'aube et au couvre-feu, une fort grosse cloche sonne tous les jours l'Ave Maria. Ce tintamarre effraie ma tour même, et au premier jour, me semblant insupportable, en peu de temps m'apprivoise, de manière que je l'ouïs, que je l'entends, sans offense et souvent sans m'en éveiller. » Vous êtes aussi habitué, j'imagine, dans certaines circonstances de votre vie à ça, un bruit fort, mais totalement régulier, on finit par ne plus y penser, on finit par l'oublier. Sauf si au contraire on se crispe dessus, auquel cas c'est intolérable. Mais il arrive souvent, heureusement, que ces bruits réguliers du voisinage, comme une cloche, ou le bruit du coq dans le champ du voisin, on l'oublie. Bruit, si je reviens au sens sur lequel insiste Michel Sion, le bruit signifie alors nuisance. Ce bruit en sens 4, hein, c'est soit fond sonore qui peut passer du côté de la non-conscience, soit au contraire qui peut s'imposer comme une nuisance. Hein. Le bruit, c'est alors une nuisance sonore, c'est les bruits de voisinage. Et si certains d'entre vous, ce que je ne souhaite pas, ont des conflits de voisinage avec leurs voisins pour des questions de sonorité, ils connaissent la distinction entre le bruit d'impact et le bruit aérien. Le bruit d'impact, c'est quand le gamin de l'étage au-dessus saute sur le plancher, ce qui résonne à la maison. Et le bruit aérien, c'est quand la musique chez les voisins est trop forte. Voilà. Mais c'est intéressant de distinguer les bruits d'impact et les bruits aériens qui rentrent évidemment dans le sens D, les nuisances sonores.
Voici donc un premier repérage, grâce à Michel Chion, des 4 sens du bruit. Je vais maintenant m'installer dans le sens C, c'est-à-dire le bruit en tant qu'il n'est pas la parole et le bruit en tant qu'il n'est pas la musique. Mais nous allons voir que justement, il y a des liens étroits. Donc, deuxième temps de mon intervention, bruit et langage. Alors, j'ai annoncé de manière un peu péremptoire tout à l'heure l'idée que le bruit est premier et que le langage, les langues humaines naissaient à partir des bruits. Bien sûr, nous savons que les spéculations sur l'origine des langues sont très sujettes à caution. Il n'est quand même pas interdit d'y réfléchir. Et je voudrais me tourner vers un philosophe et un théoricien et un musicien aussi d'ailleurs que vous connaissez fort bien, qui est Jean-Jacques Rousseau, et qui a beaucoup réfléchi à cette question, à la fois dans l'Émile, son traité d'éducation, dans l'essai sur l'origine des langues, le titre parle de lui-même, et dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, où là encore il se demande comment les langues humaines, qui sont de convention, ont pu naître à l'état de nature. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Rousseau, je vais juste m'arrêter sur un point qui est un point mais décisif, qui est la distinction entre l'accentuation et l'articulation. L'accentuation étant du côté du bruit, l'articulation du côté des langues. Et je m'appuie plutôt sur l'Émile, lorsque Rousseau, dans son traité d'éducation, s'arrête sur les premières expressions sonores des nourrissons. Il s'arrête beaucoup à cette expression sonore des tout petits enfants avant qu'ils ne rentrent dans les langues humaines. Rousseau n'hésite pas à dire que ces expressions sonores des petits enfants sont une langue. Il va jusqu'à dire que c'est une langue naturelle. Il faut donner bien sûr à langue un sens très, très étendu. Moyen d'expression, recherche de communication. En effet, les pleurs des petits-enfants sont à la fois expression et communication en ce sens très très large. On peut sans doute les appeler des langues, en tout cas c'est ce que fait Rousseau. Et cette langue des petits-enfants, enfin des nourrissons, des vraiment tout petits, cette langue, dit Rousseau, n'est pas articulée, je cite Émile, cette langue n'est pas articulée, mais elle est accentuée, elle est sonore, elle est intelligible. Et Rousseau ajoute tout de suite, au langage de la voix, puéril, enfin, se joint celui du geste, non moins énergique. Ce geste n'est pas dans les faibles mains des enfants, il est sur leur visage. C'est très intéressant aussi, il y a une expressivité, encore une fois on parle de nourrissons qui ne maîtrisent pas leurs mains et leurs bras, mais qui ont des mimiques expressives qui contribuent à faire comprendre leurs sentiments, leurs passions, leurs besoins, etc., etc. Cette langue naturelle ne fait pas l'objet d'un apprentissage par définition, puisque les enfants, dit Rousseau, la parlent avant de savoir parler, avant d'avoir appris la langue de leurs parents. Je continue toujours un petit peu avec Rousseau, et je donne une citation. « Comme le premier état de l'homme est la misère et la faiblesse, ses premières voix, au sens de vocalisation, ses premières voix sont la plainte et les pleurs. L'enfant sent ses besoins et ne peut les satisfaire. Il implore le secours d'autrui par des cris. S'il a faim ou soif, il pleure. S'il a trop froid ou trop chaud, il pleure. S'il a besoin de mouvement et qu'on le tienne en repos, il pleure. S'il veut dormir et qu'on l'agite, il pleure. De ces pleurs qu'on croirait si peu dignes d'attention, naît le premier rapport de l'homme à tout ce qui l'environne. Ici se forge le premier anneau de cette longue chaîne dont l'ordre social est formé. » Bon, alors ça c'est extrêmement intéressant. L'enfant pleure parce qu'au fond c'est son seul mode d'expression. C'est un mode sonore, c'est aussi un mode expressif sur le visage. Il pleure, il crie en même temps. C'est le contraire de la langue et c'est le début de la langue. Puisqu'on a ce premier rapport de l'homme, dit Rousseau, à tout ce qui l'environne. De ce premier rapport vont non pas se déduire, c'est pas une question de déduction logique, mais vont découler tous les autres rapports culturels, passant notamment par les langues. Les langues rationnelles sont articulées, avec des mots nettement distincts les uns des autres,
alors que les langues rationnelles, j'ai dit naturelles, je crois par lapsus, excusez-moi, les langues rationnelles conventionnelles sont articulées, alors que la langue, au sens large, originelle ou naturelle, elle n'est pas articulée, elle est accentuelle. Voilà pourquoi Rousseau pense qu'au fond, la musique, qui est faite d'accents, bon, de haut, de bas, d'intensité plus ou moins forte, c'est tout ça l'accentuation, alors que l'articulation, elle peut être dite recto-tono. Je peux vous lire un texte où vous parlez même recto-tono, à la même vitesse, pas un mot plus haut que l'autre, vous comprendrez, ce sera peut-être pas très vivant, mais vous aurez la totale intelligence de ce que je vais vous dire. La langue passionnelle de l'enfant, qui a quelque chose de musical, elle est du côté du gazouillis, dit encore Rousseau, c'est un mot de Rousseau, gazouillis. Ce gazouillement ou gazouillis de l'enfant s'est accentué avec des intensités, des hauts et des bas, qui sont tout à fait différents de l'articulation des langues de convention, comme le français, par exemple. Autrement dit, la langue va pouvoir naître sur un fond sonore, expressif et accentué, elle va naître en y construisant des articulations. Mais évidemment, les langues, une fois qu'elles existent, l'italien, le français ou l'allemand, ces langues n'ont pas coupé tous les liens avec la dimension accentuelle. Il y a moyen d'accentuer déjà dans comment dirais-je, la parole ordinaire, la rhétorique, le discours adressé à autrui, bien, et puis la musique va apporter le secours de ses moyens propres pour renforcer l'accentuation de la langue. Dans les langues une fois constituées, en revanche, il n'y a plus de bruit, puisque la langue est un système de signes abstraits avec les règles de leur emploi. Alors, je vais m'arrêter une seconde sur une notion qui fait le lien entre le bruit antérieur à la langue et la langue une fois constituée. Quand je dis langue maintenant, c'est uniquement des langues conventionnelles et structurées. C'est l'onomatopée. Vous savez ce que c'est qu'une onomatopée ? C'est un bruit imitatif qui a une signification, là encore, qui est à la fois expressif et communicationnel. Bon, le mot est vilain, mais enfin, voilà. Si je dis oulala, si je dis et pam, si je dis burk, ce sont des onomatopées que vous comprenez tout de suite, que vous employez peut-être vous-même. Il y en a des dizaines dans toutes les langues. Elles ne sont pas, ces onomatopées, elles ne sont pas dans les dictionnaires. Elles ne font pas partie, en tout cas, du système des signes linguistiques dont la valeur, comme le dit Saussure, est différentielle, c'est-à-dire que le sens d'un mot se comprend par sa différence avec tous les autres mots voisins et plus ou moins concurrents de lui. Ça n'est pas le cas d'une onomatopée. L'onomatopée, elle est toute seule. Bon, on n'a pas besoin de la comparer. Pour dire une chose très simple, il y a une nuance entre dire un potage et une soupe. C'est une nuance subtile d'ailleurs, mais bon, c'est en comparant ces deux mots que chacun aura sa position, son sens précis. En revanche, si je dis burk, on ne va pas comparer burk, que je vais dire d'un air dégoûté, et le côté d'accentuation est très important. Le sens de burk ne dépend pas de sa comparaison avec d'autres termes de la langue française. Hein, voilà. Alors, on comprend ces onomatopées, mais ces onomatopées font partie, sont aux marges du langage, aux marges des langues. Bien, elles ont un pied dans un usage mimétique du sonore qui renvoie lui-même aux premiers pleurs, cris et expressions du nouveau-né. Mais certaines de ces onomatopées vont se frayer un chemin jusque dans la langue, ils vont devenir des mots dotés d'un sens assigné. Un certain nombre de mots dans les différentes langues ont une origine onomatopéique, mais qui au fond disparaît à partir du moment où l'onomatopée est devenue un mot, un substantif, un signe linguistique obéissant aux mêmes règles que les autres signes linguistiques. Et donc, cette transformation d'une onomatopée en mot reconnu dans une langue est quelque chose de très intéressant. Vient appuyer cette idée que la langue se construit dans le sonore à partir du bruit, contre le bruit, mais pourtant en élaborant les bruits. Bien. Il n'y a donc pas de bruit dans la langue. La langue en tant que langue, il n'y a pas de bruit dedans. Voilà.
Mais il peut y avoir du bruit dans la parole, c'est-à-dire dans l'effectuation concrète d'une chaîne sonore conforme aux règles de la langue que l'on parle. Et je parle bien, quand je parle du bruit dans la parole, je parle bien des bruits sonores. Hein. Je ne parle pas du bruit au sens de la théorie de l'information qui dit que le bruit est une perturbation. Non, je parle bien du bruit au sens sonore du terme qu'on peut enregistrer sur un magnétophone ou sur son smartphone. Et je vois toutes sortes de bruits sonores dans la parole qui viennent secouer un peu la langue. D'abord, il peut y avoir des bruits extrinsèques qui sont dus au corps, extrinsèques à ce qui est dit dans la parole. Hein. Parce que quand quelqu'un parle, c'est un sujet concret qui a un corps. Et ces bruits extrinsèques, c'est tout simplement éternuer, tousser, se racler la gorge, ce genre de bruit qui nous échappe en tant que corps organique vivant. Et qui peuvent venir un peu perturber, mais plus au sens de la théorie de l'information, au sens simplement de l'audibilité, ce qu'on est en train de dire. Maintenant, il peut y avoir un deuxième type de bruit sonore, quand on parle, ce sont les bruits qui sont internes à la parole. Si on se met à parler trop fort, par exemple, ce qui nous amène parfois à dire à une conversation « Attends, je t'écoute bien, parle pas si fort ». Bon, parler trop fort, parler en sifflant, toutes les scories de la vocalité, qui sont bien des bruits qui apparaissent en plus, presque comme des parasites sonores, dans la parole elle-même. Et puis, un troisième type de bruit lié à la parole, c'est quand, dans certaines situations, on sort du langage. On se met à crier, à hurler, à pousser des onomatopées. Bon, c'est en général plutôt moche et pas très bon signe. Mais ça fait partie aussi de l'expérience de la parole humaine, que parfois, en situation de tension et de conflit, quand on s'engueule avec quelqu'un, quand la colère est trop forte, les barrières tombent et on va sortir de la langue pour se mettre à hurler, à tempêter, à faire du tapage. Voilà. Tout ce bruit dans la parole relève de l'oralité, par définition. Qu'en est-il dans l'écriture ? Puisque les langues humaines se parlent, toutes, et pour beaucoup d'entre elles, s'écrivent. Alors, l'écriture peut bien sûr chercher à imiter, à reproduire ou à décrire les bruits. Par exemple, il y a un passage célèbre dans La Recherche du temps perdu de Proust, où Proust décrit les cris de Paris. Bon. Et donc les bruits peuvent être imités, il n'y a aucun problème. Imités ou décrits. Bon. Mais en tant que tel, alors ce que je dis maintenant, je n'en suis pas sûr, ça se prête certainement à contestation, mais c'est ce qui me semble. Donc en tant que tel, il me semble que l'écriture littéraire exclut le bruit. Je dirais volontiers que la littérature est refus du bruit. Alors, un certain type de littérature, du moins, celle qui se lit silencieusement. Cela ne concerne pas le théâtre, ni les formes oralisées ou déclamatoires de la poésie, comme l'épopée antique, par exemple, car si un texte littéraire est écrit pour être lu à haute voix, comme les poèmes de Pierre de Ronsard, qui étaient même faits pour être chantés, ou l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, alors évidemment, l'écriture doit quelque part inclure le fait qu'elle sera prononcée à haute voix, qu'elle sera vocalisée, et que par conséquent, quelque chose de l'ordre du sonore, voire du bruit, s'y introduira. En revanche, si j'écris un roman classique 19e siècle, 18e siècle, 20e siècle, destiné à être lu silencieusement, c'est là qu'on peut dire, je crois, que la littérature exclut le bruit. Alors, je précise cette idée peut-être un peu fragile. Hein. Bon, je ne parle pas du contenu du roman. Le contenu du roman peut nous secouer beaucoup, faire du bruit au sens métaphorique, où ça dérange les idées, les représentations qu'on a d'ordinaire, etc., etc. Je prends un roman que j'aime beaucoup, qui est Le bruit et la fureur, de William Faulkner. Le bruit et la fureur, c'est inspiré d'une formule de Shakespeare. Et il y a le mot bruit dans le titre. Bon. Mais Le bruit et la fureur de William Faulkner ne fait pas exception, malgré son titre et malgré son contenu, à ce que je dis. En tant que tel, il n'y a pas de bruit dans le roman de Faulkner. Il n'est pas spécialement fait pour être lu à haute voix, bien sûr on peut le faire naturellement, mais ce n'est pas spécialement fait pour ça. Et je dirais que c'est un texte qui est complètement tenu
du premier mot, enfin du titre déjà, dont le choix est évidemment très important, mais on comprend le choix du titre que lorsqu'on a lu la totalité du roman en réalité, mais du premier mot du titre jusqu'au dernier mot, c'est un langage qui est complètement tenu, où il n'y a pas de raison, où il n'y a pas de redondance, où il n'y a pas non plus de perturbation. Les obscurités de ce texte, parce que c'est pas un roman facile, mais c'est un roman extraordinaire une fois qu'on est rentré dedans, les obscurités de ce texte ne sont pas des ratés de communication, ce ne sont pas des bruits au sens de la théorie de l'information, mais ce sont des éléments décisifs du type de communication que Wilhelm Faulkner a avec son lecteur quand nous lisons Le bruit et la fureur. Je dirais volontiers, un texte littéraire est un texte qui n'a pas de redondance. Il n'a pas besoin de redondance, parce qu'il exige une lecture extraordinairement attentive. Vous vous souvenez de ce qu'on nous disait tout à l'heure, la redondance, c'est une manière de lutter contre le bruit. S'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas besoin de redondance. Et on pourrait admettre qu'un texte littéraire tenu de bout en bout n'a aucune redondance, parce qu'il n'y a pas de bruit au sens de théorie de l'information, cette fois-ci, dedans. Voilà. Alors voilà quelques remarques concernant les relations du bruit et du langage. Alors j'en viens à mon troisième moment, sans doute un peu plus ample, qui sont les relations entre le bruit et la musique. La situation n'est pas tout à fait la même que celle du langage, elle est même très différente. Le langage, les langues humaines, par définition, nous parlent du monde naturel, du monde technique, du monde social, du monde érotique, du monde de tout ce qu'on veut, du monde amoureux, du monde politique. Nous parlons du monde. Le langage, les langues sont faites pour communiquer sur quelque chose, et quelque chose qui est extérieur, qui est l'expérience, la situation, les désirs, les volontés, enfin tout ce qu'on veut. La musique, ça n'est pas ça. La musique ne nous parle pas du monde. Alors, certains types de musique liés au langage parlent du monde, bien entendu, mais une sonate de Beethoven, un concert pour viol de Henry Purcell ne sont pas faits pour parler du monde. C'est une musique pure, instrumentale, qui se déploie sur sa propre logique et qui ne nous dit rien du monde extérieur, de quelque sorte que ce soit. Ce qui fait que la musique n'a pas cette espèce de, comment dirais-je, de filet de sécurité qu'a le langage. Le langage ne peut pas se permettre d'être trop bruyant, en quelque sens que ce terme. Parce que le langage, une fois qu'il est parlé, il faut qu'on l'entende avec ses oreilles. Donc il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas parler trop vite, il ne faut pas parler avec trop de scories, il ne faut pas tousser tout le temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit propre du point de vue des sonorités pour être entendu. Bon, et puis il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de bruit au sens, cette fois-ci, de la théorie de la communication. Il ne faut pas qu'il y ait trop de parasitage, parce qu'autrement on ne comprendra pas. Il y a une obligation de comprendre des significations qui sont liées au monde, en tous les sens du monde, pour le langage. La musique n'a pas ce filet de sécurité. La musique, voilà, elle est totalement libre. Et donc, elle a un lien beaucoup plus étroit avec le bruit que n'a le langage. Bon. Et pourtant, la musique, évidemment, c'est pas le bruit. La musique, déjà, elle est structuration du continuum sonore. On appelle ça, de manière un peu technique, la discrétisation du continuum sonore. Si vous prenez une corde de violoncelle et que vous faites un glissando, c'est un son continu qui monte, du grave à l'aigu. Bon, mais la musique, il y a des glissandos dans la musique, c'est-à-dire des sons qui montent de manière continue, mais c'est une parcelle seulement, une fraction des musiques du monde. Toutes les sociétés produisent des gammes, des échelles, c'est-à-dire des différences entre des hauteurs. Dans la gamme tonale classique en Occident, vous avez le Do et vous avez le Do dièse. Entre le Do dièse et le Do et le Do dièse, il n'y a rien. On peut mettre des quarts de ton dans un autre système, mais dans le système occidental standard, il n'y a rien. Do, Do dièse, c'est discontinu. Ré dièse, Do, Do dièse, Ré, c'est discontinu. Vous voyez ? Bon, c'est la discontinuité, c'est ça qu'on appelle la discrétisation du continuum sonore. Bon, c'est simplement fait que les notes sont discontinues. Ceci est déjà anti-bruit, si j'ose dire. Le seul fait de discrétiser, de créer des discontinuités dans le magma sonore, c'est déjà un geste qui fait reculer le bruit.
puisque ça donne une forme au bruit qui est informe. Bon. Donc la musique, dans son idée même, et encore une fois, c'est pas propre à l'Occident, ça. Dans toutes les civilisations, vous avez des échelles sonores, et qui dit échelle sonore, dit mise en forme de la sonorité originaire, si on peut dire, enfin, des bruits du monde, pour créer quelque chose qui n'est pas dans le monde. Donc la musique récuse le bruit. Seulement, elle l'intègre, le bruit. Et j'ai déjà indiqué tout à l'heure par anticipation, quand j'ai parlé des instruments percussifs qui produisent des sonorités non périodiques, donc des bruits, comme une grosse caisse, un tambour, un triangle ou des cymbales. Or, ce qui est intéressant dans l'histoire de la musique occidentale, cette fois-ci, c'est que le nombre de bruits s'est multiplié depuis le XVIIIe siècle. Et notamment au XIXe siècle et au XXe siècle, on a multiplié les instruments percussifs et les instruments, même pas forcément percussifs, mais qui produisent des bruits et non pas des sons musicaux ayant une hauteur définie. Je reprends juste un exemple, dans l'Or du Rhin, Wagner fait taper sur des enclumes. Bon, voilà, c'est typiquement du bruit. Hein. Il y a 18 enclumes qui sont prévues pour faire du bruit à un moment, bon, dans l'Or du Rhin. Voilà. C'est des instruments d'occasion, c'est pas des instruments traditionnels. Ce n'est qu'un exemple, il y en a plein comme ça. Voilà. Donc la musique peut introduire des sons qui sont des bruits, mais qui étant intégrés dans une œuvre musicale deviennent de la musique. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, on ne va pas dire, dans l'Or du Rhin de Wagner, il y a 95% de musique ou 99% de musique et 1% de pas musique au moment où on tape sur les enclumes. C'est vraiment idiot, tout est musique. Donc le bruit, une fois intégré dans une pièce musicale, devient lui-même musique, alors même qu'il n'est plus pris dans la discrétisation du phénomène sonore. Mais la musique peut faire autre chose. La musique peut représenter le bruit. Elle peut représenter le bruit par un certain usage précisément des sons musicaux. C'est ce qu'on appelle un cluster. Alors le mot évidemment a pris de nos jours en période pandémique un sens bien différent du sens traditionnel qui est un sens musical. Le cluster en musique, c'est quand on joue toutes les notes à la fois. Bon, pour faire un cluster, c'est très simple. Si vous avez un piano chez vous, vous appuyez votre avant-bras sur même les deux d'ailleurs, pour faire bonne mesure, sur la totalité du piano, ça vous fera un cluster. Il n'y aura pas forcément toutes les notes, mais peu importe. Le cluster, c'est un amas de notes, voilà, qui ne sont pas reliées par des relations harmoniques. Alors, évidemment, le cluster est un bruit, parce que là, on peut pas, voilà. Ça donne un effet de bruit, même si chacune des notes du cluster a une hauteur déterminée. Mais le total fait un bruit. Le premier cas connu, qui est repéré, est de 1737. C'est un musicien pas tellement connu d'ailleurs, qui s'appelle Jean Ferry Rebel, R-E-B-E-L, et qui a écrit une symphonie en 1737 qui s'appelle Les Éléments. Les éléments. Et c'était une sorte de représentation mimétique de la création du monde, et voilà. Et donc, il commence très naturellement, si on peut dire, par le chaos originaire. Bon. Et le chaos originaire, il a l'idée, qui aujourd'hui est extrêmement banale évidemment, mais en 1737, il fallait y penser, il a l'idée de faire jouer ce qu'on n'appelait pas encore un cluster, c'est-à-dire tous les instruments jouent toutes les notes. Enfin, chacun, il y en a un qui joue un do, l'autre un do dièse, l'autre un ré, l'autre un ré dièse, l'autre un mi, l'autre un fa, etc. Toutes les notes sont jouées simultanément. Ce qui fait évidemment un brouhaha tout à fait surprenant. Et de ce brouhaha qui dure un petit moment quand même. Hein. Ensuite, je ne vais pas vous décrire, vous pouvez l'écouter très facilement, on trouve ça sur Internet, et puis c'est enregistré. Voilà, les éléments. On a ici une représentation musicale du bruit. Puis ensuite, vous devinez que tout ça va se mettre en ordre peu à peu et que la musique va naître de ce chaos. Voilà. Bon, alors ça, c'est une sorte d'introduction à ma troisième section sur bruit et musique. Mais au fond, la musique a toujours eu en elle une part de bruit. Et je me tourne ici vers le texte numéro 4, qui est d'André Scheffner,
qui a fondé, pour ainsi dire, l'organologie scientifique, dans son livre « Origine des instruments de musique, introduction ethnologique à l'histoire de la musique instrumentale », qui date de 1936. André Scheffner a beaucoup travaillé en Afrique noire, au début du XXe siècle, donc, et les analyses qu'il fait se rapportent à des musiques d'Afrique noire datant des années 20 et 30 du XXe siècle. Le pied court sur le sol, non plus pour frapper celui-ci, mais pour mettre en branle les sonnailles serrées autour des chevilles, des jambes ou des genoux. Dans ces derniers cas, il y a saut, mais aussi rapide mouvement de torsion de toute la jambe et le bruit du pied disparaît sous le cliquetis furieux des coquillages. Les danseurs étant... leur corps est chargé de sonnailles, de coquillages, toutes sortes d'éléments qui font du bruit. Bien. Or, que ce soit... des coquillages, des coques de fruits ou des ferrailles. Que ce soit aux jambes, à la ceinture, aux bras que s'attachent ces instruments, le problème reste identique du mouvement total du corps ou de ses mouvements partiels habilement conduits, et non plus d'un choc, résulte un bruissement continu, parure sonore de la danse. Vous notez le habilement conduit. Il ne s'agit pas de s'agiter n'importe comment. Il y a une technique artistique de la danse du corps entourée de sonnailles qui va produire un certain type de bruissement. Ainsi le corps semble-t-il de musique. Phrase magnifique. On saute quelques pages. André Scheffner va vous dire, mais ça, c'est pas seulement les danses musiquées d'Afrique noire. C'est aussi la musique de clavecin du XVIIe et du XVIIIe siècle en France. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Le principe des ornements ou agréments, en particulier dans la musique française de clavecin au XVIIe et XVIIIe siècle, n'en est somme toute pas si éloigné. À cet égard, on a quelques raisons de conserver la graphie ancienne où par un procédé de petits signes spéciaux, tels nos accents aigus et circonflexes, la ligne mélodique demeure intacte, de même qu'à l'audition, celle-ci ne sort pas trop meurtrie de ses mordants, pincés et autres griffes postiches, par quoi un vieux désir de bruit trouve encore à s'exaspérer autour du pur contour des sons. Désir de bruit, c'est une formule extrêmement intéressante que je retrouverai plus loin. Que veut nous dire André Scheffner ? Il veut dire que même dans la musique la plus comment dirais-je, sérieuse, savante, artistique, bref, la musique de clavecin du XVIIIe siècle français, eh bien, il y a toutes sortes de petits ferraillements, de pincés, de mordants, de petits agréments, qui visent à restituer du bruit dans les contours purs des lignes mélodiques et des accords. Voilà. Il y a un désir de bruit qui ne quitte jamais le musicien. Cette idée est reprise par Michel Chion, mais je n'ai pas le temps de lire le texte, page 179-180 de son livre sur le son, qui est un très bon livre, et où Michel Chion parle d'une part de bruit contingentée. Là encore, il parle de la musique classique occidentale. Il y a une part de bruit, mais contingentée. Bon, le musicien fait sa part au bruit parce que ça lui plaît. Alors, ça, c'est au fond la première grande idée de ma troisième section, bruit et musique, à savoir, il y a toujours eu une part de bruit correspondant à un désir de bruit dans la musique, pas seulement à ses origines, mais même dans ses états les plus développés et les plus complexes, disons. Ce qui fait, deuxième idée, qui est la suite de la première, l'histoire de la musique occidentale. Et je dis là quelque chose qui est assez banal, je veux dire, qui est souvent expliqué par les historiens de la musique. Hein. L'histoire de la musique occidentale peut se décrire, entre autres, comme une intégration de plus en plus large et généreuse du bruit dans la musique. Du bruit entendu comme, au sens acoustique du terme, des sons non périodiques et par conséquent auxquels on ne peut pas donner une hauteur et un nom de note. Hein. Hervé Lacombe, qui est un musicologue de l'Université de Rennes, explique que la musique, à partir du XIXe siècle, s'est mise à intégrer des sons enfouis et des sons refoulés. C'est une distinction que je trouve tout à fait intéressante. Des sons refoulés, c'est des sons dont on ne voulait pas, et les sons enfouis, c'est des sons auxquels on ne pensait pas. C'est pas qu'on les voulait pas, c'est qu'on n'avait jamais pensé qu'on puisse faire ça. Je prends un exemple très clair. C'est ce qu'on appelle le Pécz Bartók. Béla Bartók étant un grand musicien hongrois, qui a emprunté cette technique à la musique populaire hongroise. On est dans la première moitié du XXe siècle. Et si vous avez un violon, un violoncelle ou un alto, ça consiste à faire claquer la corde sur la table d'harmonie, sur le bois. C'est-à-dire que vous tirez la corde vers vous, vous tirez la corde et vous la lâchez de telle sorte qu'elle vienne claquer
sur le bois, qu'elle vient de toucher le bois. Bon, c'est un peu dangereux pour la corde, il faut faire ça avec. Bon, ça donne un pizzicato, évidemment beaucoup plus bruiteux et beaucoup plus fort et bon que les pizz classiques où on pince la corde comme ça, mais sans voilà. Le pizz Bartók, c'est un exemple typique de son enfoui. Ça vient de la musique populaire hongroise, ça a été adopté par la musique dite savante, et ça rajoute un élément de bruit, parce que quand on joue du violon ou du violoncelle, en principe, c'est pas pour que la corde vienne taper sur le bois. Bon, c'est un peu sauvage comme procédé. Bah, non, voilà, ça s'intègre. Donc une autre manière de jouer va introduire des zones de bruit. Là, c'est un son enfoui. Et les sons refoulés, c'est par exemple les bruits mécaniques des instruments. Quand on joue du clavecin, il y a des tirettes. Bon, ça fait du bruit. Ou si on joue du piano, on risque de faire du bruit en appuyant sur une des pédales. Tout ça est considéré comme très gênant. Voilà. Jusqu'au moment où on se dit, mais non, ce petit bruit mécanique de l'instrument fait partie, au fond, de la musique et on peut l'intégrer, on peut désirer le faire sonner. On peut aussi jouer délibérément d'un instrument de telle sorte qu'il donne un son qui n'est pas du tout habituel. L'exemple le plus classique, c'est le début du Sacre du printemps de Stravinsky en 1913, où le basson joue dans l'extrême aigu des sons que le basson n'est pas censé pouvoir faire, ce qui fait que c'est extrêmement difficile à réaliser. En 1913, c'était presque impossible. Maintenant, tous les étudiants en basson doivent savoir faire ça. Mais on fait jouer, Stravinsky demande au basson de jouer à la limite des possibilités de l'instrument, précisément pour produire un son qui n'est plus beau d'une certaine manière, qui n'est plus en tout cas le son classique, et qui est bruiteux. Voilà. Ce qui me fait passer dans un ordre à la fois historique et assez logique à ce qu'on appelle le bruitisme, qui consiste non pas seulement à intégrer, vous voyez la suite des idées, un, il y a toujours eu du bruit dans la musique, deux, le développement de la musique fait qu'on va enrichir la part de bruit et mettre de plus en plus de bruit. Et troisièmement, on arrive à l'idée que la musique va être entièrement bruit. Bon, c'est ce qu'on appelle entièrement bruit. J'exagère un peu, bien sûr, hein, enfin pas totalement. Ça va être la musique noise, comme on l'appelle. Ça va être l'usage des distorsions des guitares électriques amplifiées. Avec des effets de saturation sonore. Dans le rock, ça va être le bruitisme, ça va être la recherche, alors c'est beaucoup le cas dans les musiques populaires enregistrées ou non enregistrées, c'est moins le cas dans la musique dite savante, mais la recherche du son sale. Quand on dit un son sale, c'est pas du tout au sens péjoratif, hein. C'est un son précisément bruiteux, pas très propre, pas très beau, pas très net, mais qui est recherché pour des raisons esthétiques par beaucoup de musiciens. Le volume sonore élevé fait aussi partie de cette notion de bruit en musique. Et j'en viens au bruitisme proprement dit, qui est le fait de Luigi Russolo, dont je vous ai photocopié un passage tout à fait significatif de l'art des bruits. Luigi Russolo était un peintre, au point de départ, futuriste, ami de Marinetti, né en 1885, il est mort en 1947, et il est passé de la peinture à la musique, il est revenu à la peinture. Je fais une petite remarque politique sur Luigi Russolo. Vous savez que Marinetti, par exemple, et les futuristes, de manière peut-être un peu étrange pour nous, sont sentis très proches du Mussolini et du fascisme italien naissant. Bon. Luigi Russolo était au contraire un antifasciste en Italie, c'est-à-dire brouillé avec Marinetti à cause de ça. Bon, c'est une petite remarque qui mérite d'être faite, je crois. Alors, je reviens au texte de 1913 de Luigi Russolo. Alors, c'est un manifeste, c'est pas un pamphlet, c'est un manifeste, avec sa part, évidemment, d'audace, d'injustice, de bizarrerie. Quand il commence en disant « la vie antique ne fut que silence », on se dit « il est culotté quand même, hein ». Bon, la vie antique n'était que silence, ça m'étonnerait un petit peu que les rues d'Athènes à l'époque de Périclès étaient un havre de silence. J'imagine qu'on y entendait au contraire des artisans, des cris, des animaux et toutes sortes de vacarmes. Mais on va comprendre ce qu'il veut dire. Donc je lis ce texte de Luigi Russolo.
La vie antique ne fut que silence. C'est au XIXe siècle seulement, avec l'invention des machines, que naquit le bruit. Là aussi, c'est culotté, mais on essaye de comprendre. Aujourd'hui, le bruit dominant souverain sur la sensibilité des hommes. Durant plusieurs siècles, la vie se déroula en silence ou en sourdine. Les bruits les plus retentissants n'étaient ni intenses, ni prolongés, ni variés. En effet, la nature est normalement silencieuse, sauf les tempêtes, les ouragans, les avalanches, les cascades et quelques mouvements telluriques exceptionnels, les tremblements de terre donc. C'est pourquoi les premiers sons que l'homme tira d'un roseau percé ou d'une corde tendue l'émerveillèrent profondément. Là encore l'origine de la musique contre à la fois le silence et les bruits de la nature. Bon, j'ai sauté un passage, je continue. Pour exciter notre sensibilité, la musique s'est développée en recherchant une polyphonie, donc combinaison de sons, plus complexe et une variété plus grande de timbres et de coloris instrumentaux. Elle s'efforça d'obtenir les successions les plus compliquées d'accords dissonants et prépara ainsi le bruit musical. Les majuscules sont de Russolo, bien sûr. Hein. J'ai respecté son texte. Le bruit musical, c'est intéressant parce qu'il associe en un seul concept deux notions que nous avons soigneusement distinguées dès le début de notre réflexion. Mais lui, il les met ensemble. Le bruit musical, parce que le bruit va devenir musique. Et ce texte de 1913, c'est les mêmes années que le Sacre du Printemps, par parenthèse, ce texte de 1913 va dissoudre l'opposition entre bruit et musique. Chaque son, continue Russolo, porte en soi un noyau de sensations déjà connues et usées qui prédispose l'auditeur à l'ennui, malgré les efforts des musiciens novateurs. Nous avons tous aimé et goûté les harmonies des grands maîtres, Beethoven et Wagner. Ont délicieusement secoué notre cœur durant bien des années. Nous en sommes rassasiés. C'est pourquoi nous prenons infiniment plus de plaisir à combiner idéalement des bruits de tramway, d'auto, de voitures et de foules criardes qu'à écouter encore, par exemple, l'héroïque ou la pastorale de Beethoven. Alors, bon, c'est un manifeste, c'est très éloquent, il faut lire, le texte n'est pas très long, il mérite d'être lu en entier. Russolo ne propose pas d'abandonner la musique et de la remplacer par du bruit. Il propose d'organiser le bruit. Et l'expression à bien souligner, c'est combiner idéalement des bruits. Bon, de tramway, d'auto, de voiture, mais de les combiner idéalement. C'est-à-dire un travail de composition. Voilà pourquoi il peut parler de bruit musical. Les bruits techniques, puisqu'il ne parle pas des bruits naturels, les bruits techniques vont être employés et dans des compositions. Alors, c'est pas si facile en 1913, hein, on n'a pas de faire ça. Et Russolo va inventer des machines. Je vous donne les traductions françaises. Les noms sont en italien, mais je vous donne les traductions françaises. Ululeur, grondeur, crépiteur, éclateur, bourdonnateur, glouglouteur. Des machines qui font des bruits particuliers, et il va composer des symphonies avec ces machines qu'il va finir par réunir en une sorte d'énorme machine, enfin je dis machine, un instrument de bruit-musique, hein, des instruments de bruit-musique, bon, voilà. Ces inventions auront un certain effet sur la conscience musicale des musiciens. Aujourd'hui, on n'entend pas les bourdonnateurs, glouglouteurs ou crépiteurs de Russolo, mais ces inventions du début du XXe siècle, donc, ont marqué profondément la conscience musicale, et le rapport au bruit a contribué à élargir la palette sonore. On s'est dit, mais pourquoi pas ? Après tout, on peut tirer de la beauté, de l'intérêt, de l'émotion, de bruit, techniques, si on sait les organiser. Enfin, dernière étape de notre parcours de la 3e section, bruit et musique, en dehors même des musiques qui intègrent le bruit, ou des musiques qui, pour ainsi dire, ne veulent que du bruit, mais du bruit organisé. C'est pas n'importe quoi, la musique noise ou c'est un type de musique qu'on a le droit de pas aimer, bien entendu. Mais personne n'a le devoir d'aimer quoi que ce soit en matière artistique. Mais c'est une musique intéressante, dérangeante, qui est pas celle, évidemment, que nous donnent Haydn et Mozart, mais où il s'agit de construire quelque chose de sonore à partir de sons qui ont été choisis, travaillés, mis ensemble, voilà. Bon. Mais en dehors même de ces musiques bruiteuses, noise, bruitistes et tout ce qu'on veut, le musicien compose maintenant le son avec les machines.
ce ne sont plus nécessairement des sons périodiques. Les musiciens de l'IRCAM ou de toutes sortes d'autres endroits ne produisent plus les sons avec les instruments traditionnels, mais avec des consoles, des ordinateurs, des logiciels, des programmes, ou alors ils utilisent des bruits naturels ou techniques enregistrées, ça a été le cas de ce qu'on a appelé à une époque la musique concrète, qui sont travaillés sur des machines. Ce que je veux dire, c'est que tous les sons du monde, aujourd'hui, sont devenus des matériaux potentiels pour la musique. En un sens, la distinction entre musique et bruit n'a plus vraiment cours ni pertinence aujourd'hui. Le concept pertinent est celui de son. N'importe quel son peut être musicalisé. Ce qui fait que la grande distinction dont je parlais en disant musique, langage, bruit, cette distinction est pour ainsi dire effacée dans les pratiques contemporaines des musiques savantes, et parfois des musiques populaires d'ailleurs, parce que le rap, par exemple, est aussi une combinaison de sons, de bruit et de langage. Bon, donc, la totalité des sons produits par l'humanité, qu'on appelait avant bruit, langage, musique, tout peut être matériau pour la musique. Il y a une sorte de capacité des musiques d'aujourd'hui à intégrer la totalité des sons possibles. Il y a un livre intéressant d'ailleurs de Makis Solomos, livre paru aux presses universitaires de Rennes il y a une dizaine d'années, je crois, qui s'appelle « De la musique au son ». C'est un livre qui retrace, dans la musique savante essentiellement, cet élargissement considérable de la palette musicale à tous les sons possibles et imaginables. J'en viens au quatrième et dernier point de notre parcours, les pratiques sociales du bruit. Et là, je reviens au bruit qui n'est ni musique ni langage. J'abandonne l'extension que la musique d'aujourd'hui donne au son. Enfin, voilà. Je reviens au bruit au sens ni musique ni langage. On a tellement l'habitude d'avoir des masques que j'ai cherché à enlever mon masque pour boire un peu d'eau avant de me souvenir que je n'en avais pas. Je dirais qu'il y a un enracinement vital de notre intérêt pour les bruits. Et je vais donc distinguer d'une part la pratique du bruit en tant que nous fabriquons du bruit, que nous faisons du bruit, et d'autre part la pratique du bruit en tant que nous sommes auditeurs, que nous l'écoutons. Ce sont deux volets qui sont différents, même si bien sûr ils sont rattachés. Donc je commence par la pratique sociale du bruit en tant que nous en produisons. Eh bien non, c'est pas ça, parce que je commence par la pratique sociale du bruit en tant que nous l'écoutons, excusez-moi. Alors, il y a un enracinement vital de notre intérêt pour les bruits, parce que ces bruits sont porteurs d'informations. Et ils font donc l'objet de ce qu'on appelle une écoute causale. Quand je dis on, c'est Pierre Schaeffer, puis Michel Chion, son disciple, qui ont distingué différents types d'écoute. Alors, je ne vais pas vous développer cette distinction qui est fort intéressante, mais qui nous éloignerait de notre sujet. Mais une écoute causale, c'est une écoute qui recherche, qui recherche la cause réelle du bruit entendu. Vous pratiquez une écoute causale, chaque fois qu'entendant un bruit, vous dites « mais d'où ça vient ? Qu'est-ce qui produit ça ? Qu'est-ce que ça peut être ?» Et au fond, nous pratiquons très souvent l'écoute causale. Vous entendez un bruit étrange dans votre voiture. D'habitude, le ronronnement du moteur vous satisfait tout à fait. Et puis, vous entendez un bruit étrange et vous dites à votre voisin, votre passager, votre passagère, « mais ça te paraît normal, ce bruit ?» Bon, voilà. Alors, parfois, l'autre vous répond « mais oui, c'est toujours comme ça », ou au contraire, bon, voilà. C'est une écoute causale. Et vous cherchez, un peu inquiet quand même, à en déterminer la cause. Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que c'est un bruit dans la voiture, mais sans rapport avec la mécanique, ou est-ce que c'est un bruit qui vient de la voiture, du moteur, ou d'autre chose que le moteur, etc. Et vous allez raisonner, etc. Ça, c'est l'écoute causale. Or, cette écoute causale, elle est essentielle dans la vie. Si on remonte une seconde vers les animaux, car nous sommes des animaux raisonnables, certes, en principe, mais enfin, nous appartenons aussi au règne animal. L'interprétation des bruits
est absolument fondamental pour la survie des animaux. Le bruit bien interprété par l'animal lui permettra de repérer sa proie possible ou son prédateur menaçant. Mais dans le jeu proie-prédation, bien sûr, la vision joue un rôle aussi, naturellement. Mais le bruit a l'avantage qu'il vient de beaucoup plus loin. On entend la nuit. C'est l'avantage du son de l'audible sur le visible. Rousseau développe ça d'ailleurs dans certains de ses textes. L'audible, c'est de beaucoup plus loin, voilà, ça peut être la nuit, s'il y a un obstacle, on entend quand même, alors que pour voir, il faut qu'il fasse jour, il faut qu'il fasse clair, il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle, etc. Donc l'ouïe est un sens plus vital, plus protecteur pour la vie que la vision, même si la vision peut avoir évidemment une importance très grande. Bon, il ne s'agit pas de les mettre en concurrence, hein, mais de souligner quand même l'importance de l'ouïe. Et donc, que ce soit pour ce qui est de protéger sa vie ou de trouver de la nourriture, bon, proie, prédateur, l'ouïe joue un rôle important, ou encore pour la séduction. Alors bien sûr, il y a des séductions visuelles, comme la queue du paon, mais vous avez beaucoup de séductions dans le règne animal de la nature sonore. Bien, dans beaucoup d'espèces animales. Dans tous ces cas-là, le bruit est porteur de sens, fait l'objet d'une écoute causale et une pratique vitalement enracinée. Le bruit est un signal, un indice. Bref, notre pratique d'écoute, c'est de savoir écouter les bruits pour en dégager l'information qu'ils contiennent. Mais il y a une deuxième pratique du bruit qui est non pas une pratique d'écoute, mais une pratique de production. Et je reviendrai sur une pratique d'écoute tout à fait à la fin de cette quatrième section. Il y a donc un énigmatique et très profond besoin de faire du bruit. Et là, la pratique sociale du bruit, entendue du point de vue de la production, je l'ai dit. Faire du bruit, faire du vacarme, faire du tapage. Les enfants aiment faire du bruit. Alors, ils font du bruit pourquoi ? Il faut distinguer des cas, bien entendu, mais ils font du bruit souvent pour chasser la peur, mais aussi parce qu'en soi, c'est plaisant de taper sur les casseroles, de crier bien fort et de s'agiter comme un fou. Ce plaisir de faire du bruit, il se trouve même dans les lieux les plus sociaux. Après un concert, vous applaudissez. Qu'est-ce que c'est qu'un applaudissement ? C'est un bruit. On pourrait trouver d'ailleurs que c'est un peu sauvage. Après avoir entendu une pièce magnifique de Mozart, regardons Mozart, bon, de se mettre à applaudir ce qui n'a rien de particulièrement beau. Qu'est-ce que c'est que cette idée de venir casser la musique qu'on vient d'entendre en applaudissant ? Bah, on le fait. Ça a certainement un sens très profond. Les cris de guerre, la musique militaire, les haka maori, vous savez, les All Blacks, là, bon, et le haka, bon, pour impressionner l'adversaire, pour se donner du courage, pour marquer non pas son territoire en l'occurrence, mais pour marquer sa détermination, faire du bruit, bon, ça a toutes sortes de vertus. Alors, je vais examiner deux cas de production sociale de bruit. D'une part, le charivari, et d'autre part, les instruments des ténèbres. Le charivari, c'est notre texte numéro 1. J'ai simplement recopié la définition du mot charivari dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc première édition 1751, mais le commentaire que j'en ferai sera inspiré par Claude Lévi-Strauss. Charivari, bruit de dérision qu'on fait la nuit avec des poêles, des bassins, des chaudrons, aux portes des personnes qui convolent en seconde, en troisième noces, et même de celles qui épousent des personnes d'un âge fort inégal au leur. Alors, ce sont des pratiques qui, paraît-il, existaient encore il n'y a pas si longtemps, je veux dire quelques dizaines d'années. Ce sont des pratiques typiques de la campagne ou des petites villes, où effectivement, quand des noces secondes ou troisième ou avec une inégalité, bref, paraissent pas normales, eh bien, il y a une sorte de sanction qui consiste à faire grand tapage autour de la maison des nouveaux mariés. Bon, on trouve des échos de ça, par exemple dans la damnation de Faust de Berlioz.
il y a un tapage du même type autour de la maison de Marguerite où Faust vient la retrouver. Alors, Lévi-Strauss, qui commente dans Les mythologiques, volume 2, Lévi-Strauss dit le charivari, c'est un terme très technique, charivari, hein, il ne faut pas le confondre avec le vacarme, vous allez voir la différence. Le charivari répond à un désordre, c'est une conjonction interdite. Bon, interdite par les usages, la coutume, la morale publique, que sais-je, les préjugés, enfin, bon, une conjonction interdite. Bien. Le charivari est un désordre sonore qui répond à un désordre comportemental. Le bruit, dit Claude Lévi-Strauss dans ses analyses du volume 2 des mythologiques, du miel aux cendres, le bruit est l'équivalent sonore de la puanteur et le vacarme, cette fois-ci, est du côté de la mauvaise cuisine. Quelle est la différence entre le vacarme et le charivari? Le vacarme est plutôt religieux, alors que le charivari est plutôt moral. Le vacarme, alors encore une fois, dans les populations amérindiennes qu'a analysé Lévi-Strauss, ou dans les populations campagnardes de l'Europe jusqu'au XIXe siècle, peut-être même encore un peu le XXe, le vacarme est religieux parce qu'il cherche à chasser les démons. Le charivari est moral parce qu'il a une forme de répression et de dénonciation de comportements qui ne sont pas jugés totalement immoraux, mais qui sont jugés limites. Voilà. Donc, on voit que le bruit, charivari d'un côté, vacarme de l'autre, a une sorte de fonction de protection contre les démons ou les mauvais comportements, une sorte de fonction de réponse à un désordre ou à une menace. J'en viens rapidement aux instruments des ténèbres. Ce qu'on appelle les instruments des ténèbres, là, c'est vraiment dans le monde catholique, traditionnel, là encore jusqu'au XIXe siècle, et j'ai même eu des témoignages sur lesquels ça se pratiquait en Lorraine dans la seconde partie du XXe siècle. Les ténèbres, ce sont les 3 jours entre la veille de la Passion du Christ, c'est-à-dire le jeudi saint, et la résurrection du Christ, le dimanche de Pâques. Et ce qu'on appelle les ténèbres, c'est le moment où les cloches n'ont plus le droit de sonner. Bon. Et pendant ces 3 jours où les cloches n'ont plus le droit de sonner, il y a des instruments dits de ténèbres qui consistent à faire du bruit et qui, pour ainsi dire, remplacent les cloches qui n'ont plus le droit de sonner. Le mot ténèbres, vous le connaissez sans doute en musique, c'est les leçons de ténèbres. C'est le même mot, c'est la même idée. Hein. Les leçons de ténèbres, celles de Couperin sont célèbres, mais il y en a eu beaucoup au XVIIe et XVIIIe siècle en France. Ce sont des chants religieux qui concernent précisément les 3 jours du jeudi saint au dimanche de Pâques. Alors, je reviens aux instruments de ténèbres et je lis un extrait de Lévi-Strauss. Dans les églises, il semble que les cloches fixes soient apparues tard, vers le 7e siècle. Bon, leur mutisme est obligatoire du jeudi au samedi saint. Je saute. La raison du silence des cloches et de leur remplacement, temporaire par d'autres sources de bruit, n'est pas claire. Selon Von Gennep, que nous avons suivi jusqu'à présent, les instruments des ténèbres substitués aux cloches comprennent le martelet, la crécelle, le claquoir, le heurtoir à poignée, etc., etc. J'ai tenu à vous donner ce texte pour que vous ayez des noms de ces instruments bruyants, faisant un bruit délibéré, ayant une fonction religieuse. D'autres instruments comme le batelet d'énormes crécelles constituaient de véritables mécaniques. Tous ces engins remplissent des fonctions théoriquement distinctes, mais souvent mêlées dans la pratique: faire du bruit dans l'église ou en dehors, convoquer les fidèles pendant l'absence des cloches, accompagner les tournées de quête entreprises par les enfants. Selon certains témoignages, les instruments des ténèbres serviraient aussi à évoquer les prodiges et les bruits terrifiants qui ont marqué la mort du Christ. Ce qui m'intéresse dans aussi bien le charivari, qui est laïque, que les bruits produits par les instruments des ténèbres, qui sont religieux, ce qui m'intéresse, c'est que le bruit est considéré comme plus pertinent que la musique pour répondre à certaines situations. On est dans un usage du bruit qui n'est plus musical. Il s'agit vraiment de faire un bruit, mais un bruit qui n'est pas n'importe lequel. Hein. Pour le charivari, c'est des poêles, des chaudrons, des bassins. C'est-à-dire, on prend des instruments usuels. C'est pas des instruments. On prend des objets usuels. On prend les objets de la cuisine. Voilà. On prend le bassin, on prend la poêle et on tape dessus. Bon. Alors que les instruments des ténèbres, c'est des instruments qui sont bel et bien des instruments de musique, des instruments percussifs, mais qui sont bien des instruments. C'est pas des objets de la vie courante sur lesquels on se met à taper pour faire du charivari. C'est des instruments qui sont pensés et fabriqués pour faire ce type
de bruit. Le remplacement du son des cloches par le bruit d'instruments des ténèbres a une signification religieuse, mais qui évidemment nous intéresse d'un point de vue anthropologique. Il me reste quelques minutes. Le temps de revenir, oui, je me rends compte que ma quatrième partie aurait pu être un peu mieux organisée, mais c'est pas grave. Pour revenir à la pratique auditive de bruit naturel ou technique, et qui est tout à fait différente de l'écoute causale que j'évoquais tout à l'heure. C'est une écoute désintéressée. Bon, c'est une écoute esthétique, c'est une écoute de tous les sons, quels qu'ils soient, mais précisément une écoute qui a renoncé à chercher leur sens, c'est pas une écoute sémantique, à chercher leur cause, c'est pas une écoute causale, c'est une écoute pure, c'est une écoute, pour ainsi dire, du son en lui-même, sans qu'on s'occupe de quoi que ce soit. Alors, ce type d'écoute a été popularisé au XXe siècle par John Cage, dans la musique américaine en l'occurrence. C'est un des thèmes de John Cage que tout son, quel qu'il soit, peut être entendu comme musique, c'est une manière de disposition mentale, de disposition d'oreille. Il ne tient qu'à nous d'écouter comme si c'était de la musique, tout son, quel qu'il soit, que nous entendons. Bien. Mais j'ai choisi de remonter plus haut dans l'histoire américaine et de ne pas vous donner un texte de John Cage, mais de vous donner un texte de Henry David Thoreau, je vous ai mis ces dates, dans son livre « Walden ou la vie dans les bois ». D'ailleurs, « ou la vie dans les bois », c'est un ajout du traducteur français. Hein. En américain, le livre s'appelle simplement « Walden ». Et pendant 2 ans et demi, Thoreau, ou Thoreau, je ne sais pas comment, enfin, toujours un petit problème de prononciation, Thoreau s'est retiré 2 ans et demi dans une cabane à la campagne, loin du monde, loin de tout, voilà, une espèce d'expérience et qui a produit ce livre assez extraordinaire, qui est un livre culte, que certains d'entre vous ont peut-être lu, on le trouve très facilement, hein, en français, ou en anglais bien sûr, hein. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Sounds ». Le traducteur français a choisi de traduire par « bruit », donc je garde sa traduction. Mais bon, en anglais, bon, c'est les sons, hein, voilà. Alors, le texte fait une 20aine de pages, donc j'ai coupé à regret, parce que je n'allais pas vous donner 20 pages, mais il faudrait pratiquement tout lire. Hein. Et voici ce qu'écrit Thoreau, et je ferai un commentaire. Parfois le dimanche, j'entendais les cloches, la cloche de Lincoln, d'Acton, de Bedford ou de Concord, lorsque le vent se trouvait favorable, comme une faible, douce et, eût-on dit, naturelle mélodie, digne d'importation dans la solitude. À distance suffisante par-dessus les bois, ce bruit acquiert un certain bourdonnement vibratoire, comme si les aiguilles de pin à l'horizon étaient les cordes d'une harpe que ce vent effleura. Tout bruit perçu à la plus grande distance possible ne produit qu'un seul et même effet, une vibration de la lyre universelle, tout comme l'atmosphère intermédiaire rend une lointaine arête de terre intéressante à nos yeux par la teinte d'azur qu'elle lui impartit. Il m'arrivait en ce cas une mélodie que l'air avait filtrée et qui avait conversé avec chaque feuille, chaque aiguille du bois, telle part du bruit que les éléments avaient reprise, modulée, répétée en écho de vallée en vallée. L'écho, alors là il y a une phrase formidable, l'écho jusqu'à un certain point est un bruit original, d'où sa magie et son charme. Ce n'est pas seulement une répétition de ce qui valait la peine d'être répété dans la cloche, mais en partie la voix du bois, les mêmes mots et notes vulgaires chantés par une nymphe des bois. Le soir, le meuglement lointain de quelques vaches à l'horizon, par-delà les bois, résonnait doux et mélodieux, pris par moi tout d'abord pour les voix de certains ménestrels qui m'avaient parfois donné la sérénade, peut-être en train d'errer par monts et vallées, mais je ne tardais pas à me trouver, non sans plaisir désabusé, s'il se prolongeait en la musique à bon compte et naturelle de la vache. Ah, c'est assez amusant. Bon. J'entends non pas faire de la satire, mais donner mon appréciation du chant de ces jeunes gens lorsque je déclare avoir clairement observé qu'il était apparenté à la musique de la vache et qu'il ne s'agissait à tout prendre que d'une seule articulation de la nature. Vous sentez son geste pour réintroduire la culture dans la nature et pour hisser la nature à la hauteur de la culture. C'est un double geste qui est tout à fait intéressant. Je me réjouis de l'existence des hiboux, qu'ils poussent la huée idiote et maniacale pour les hommes,
C'est un bruit qui sied admirablement aux marais et aux bois crépusculaires que nul jour n'embellit, suggérant une nature vaste et peu développée, non reconnue des hommes. Il représente les pensées tout à fait crépusculaires et insatisfaites. Tard le soir, j'entendais le grondement des wagons sur des ponts, un bruit qui s'entendait de plus loin que presque nul autre la nuit, l'aboi des chiens et parfois encore le meuglement d'une vache inconsolable dans quelques cours de ferme. Quelques distances de ferme. Dans l'intervalle, tout le rivage retentissait de la trompette des grenouilles géantes. Les esprits opiniâtres d'anciens buveurs et fêtards restaient impénitents, essayant de chanter une ronde dans leur lac stygien. Si les nymphes de Walden veulent me pardonner la comparaison, car malgré la rareté des herbes, il y a là des grenouilles qui volontiers maintiendraient les règles d'hilarité de leur joyeuse table d'antan, quoique leur voix se soit faite rauque et solennellement grave. Alors, on pourrait commenter chaque mot, chaque expression de ce texte inspiré, encore ce n'est qu'un extrait, mais qui, je pense, par son lyrisme même, nous amène à comprendre ce qu'il veut dire. Oui, on peut écouter les sons, et vous voyez qu'il mêle la culture et la nature, les cloches, les vaches, les ménestrels, les wagons qui passent au loin. Il mêle tous les sons comme une sorte d'unique symphonie qui l'écoute de manière totalement désintéressée. Il ne s'agit pas de chercher des causes, bien sûr, ou des significations. Il ne s'agit même pas de rechercher un plaisir sonore, d'ailleurs. Il ne parle pas de plaisir sonore, il s'agit simplement d'écouter les sons. Ma collègue Pauline Nadrini, qui enseigne l'esthétique à Paris 1, commente très justement ce texte précis que je vous ai reproduit en écrivant ceci. Thoreau développe une conception subtile de la sonorité. Le son naturel est traversé de références culturelles. Le chant des grenouilles décrit comme une véritable symphonie. À l'inverse, les sons nés de la civilisation sont décrits avec des termes relevant du naturel. Ainsi, l'écho apporte-t-il le son des cloches et de la locomotive réverbérée d'arbre en arbre. Les sources sonores se mêlent dans une harmonie que seule une écoute attentive, dégagée de l'agitation du monde, peut saisir. Il y a cette idée chez Thoreau, chez John Cage, chez beaucoup d'autres, de se rendre disponible à l'extraordinaire variété des sons et des bruits du monde pour les accueillir simplement comme une sorte de symphonie et de musique. Voilà. Conclusion. Je reviens à une petite amorce que je vais poser dès le départ de notre propos sur le silence. Peut-on vivre sans bruit? Peut-on vivre dans le silence absolu? C'est impossible. C'est impossible, et si nous étions dans un silence absolu, ce serait une torture. Peut-être avez-vous entendu parler des chambres anéchoïques, qu'on appelle aussi chambres sourdes. Ce sont des espaces techniques que je ne vous décris pas parce que ça prendrait trop de temps, des espaces expérimentaux où ne peut d'une part entrer aucun bruit extérieur et d'autre part aucun des bruits que vous, si vous étiez dedans, vous pourriez produire ne peut être réverbéré. Donc c'est un silence absolu. Alors c'est en fait un objet je trouve pas le terme, un instrument scientifique qui est destiné à étudier de manière acoustique les sons, les partiels, les harmoniques, etc. d'instruments qui sont joués, mais on ne peut pas y rester plus de 5-10 minutes, parce qu'ensuite c'est beaucoup trop pénible, mais parce que les sons ne sont perturbés par rien d'autre. C'est un laboratoire. Vous en avez plusieurs à Paris. Vous en avez un au laboratoire de la Cité de la Musique, vous en avez un à l'IRCAM. Il y a une époque, celui de l'IRCAM pouvait être visité. Je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement. Ça vaut la peine. On entre dedans, on reste 10 minutes, pas plus, parce que c'est tellement gênant, c'est presque... Bon, et ça peut être transformé en instrument de torture. Vous enfermez quelqu'un dans une chambre anéchoïque, je veux dire, au bout de 12 heures, il devient fou. Bon. C'est franchement une expérience à faire une fois dans sa vie. Le silence absolu est intolérable. On ne peut pas. Mais le silence absolu n'existe pas. Et je reviens à John Cage, qui s'est beaucoup intéressé aux chambres anéchoïques,
mais qui a aussi écrit, si on peut dire écrire, cette partition très célèbre qui s'appelle 4 minutes 33 et qu'il a appelée aussi taquette pour n'importe quel instrument. Vous connaissez l'histoire. Quand la pièce s'est créée, c'était David Tudor, le pianiste. Bon, un concert, les gens n'étaient pas au courant, ils s'assoient, une pièce nouvelle de John Cage, bon, musicien connu déjà. On est en 1954, je n'ai pas vérifié la date, mais ça doit être ça. David Tudor s'assoit devant le piano, il soulève le couvercle, il attend. Et au bout de 4 minutes 33, il ne touche pas le piano, il referme le couvercle, il salue, il s'en va. Ça a paru être un gag, bon, comme John Cage les aimait. Il y a un côté gag, il y a un côté extrêmement sérieux. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? On est dans un concert, on est à New York, les gens savent se tenir, donc pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, on bouge pas, puis on commence à pas être bien, à se racler la gorge, à bouger un peu son siège, à s'agiter, voire éventuellement à parler à son voisin ou à sa voisine en disant mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Parce que le pianiste, là, il est assis les bras croisés devant son piano ouvert. Bref, John Cage dira après, la musique, c'était tout ce qui était produit dans la salle. Le pianiste qui ne bougeait pas et qui ne touchait pas à son piano était que l'occasion pour que les gens dans la salle produisent leur propre musique par leur bruit involontaire. Voilà. C'est une manière de dire le silence absolu n'existe pas, sauf dans les conditions, au fond, un peu terrifiantes de la chambre anéchoïque, mais là, vous êtes en silence admirable depuis 1h30. Mais alors d'abord, il y a moi qui parle. Déjà, ça fait du bruit. Puis on entend un bruit de fond. Là, ça va être un système d'aération. Et puis, il y a forcément des petits bruits qui viennent de ci, de là. Si vous étiez à un concert, si j'étais là devant vous et que j'étais resté comme ça à vous regarder sans bouger, au bout de 2, 3, 4 minutes, il serait passé quelque chose quand même. Voilà. Bon, un peu de bruit est indispensable à la vie. Conclusion, choisissez vos bruits, dosez vos bruits. Et puis, la coutume, après une conférence, comme après un concert, c'est qu'on applaudisse. Alors, il se peut que vous m'applaudissiez. Et vous allez être très content. Parce que, d'un côté, évidemment, ce sera une marque d'estime et de courtoisie à mon égard. Je vous oblige à rien, hein. Mais c'est aussi que peut-être vous serez content de ce que vous avez entendu, c'est possible. Mais il y a une autre raison. Ça vous fera du bien. Pour vous, égoïstement, ça fait 1h30 que vous faites tout pour ne faire aucun bruit. Allez-y. Bonne fin d'année. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.